Ces derniers jours, l'ambiance est électrique au Sahara occidental. L'indignation gronde face au choix du pouvoir marocain, accusé d'avoir franchi une nouvelle ligne rouge. Ce qui a mis le feu aux poudres, une annonce toute fraîche de Rabat, le lancement d'une route flambant neuve entre Smara et la Mauritanie, percée en plein cœur du mur de sable. Une initiative qui sur le papier pourrait sembler anodine, si elle ne survenait pas pile au moment où Washington s'efforce de faire renaître un processus de paix moribond. Côté sahraoui, pas de doute, le Maroc joue la carte de la diversion habile, transformant une opération de médiation en opportunité tactique pour renforcer son emprise sur un territoire disputé. Une paix à double face où les gestes d'apaisement ressemblent à des coups de poker géopolitiques. D'après plusieurs voix sahraouies, la fameuse route de près de 93 km, pas encore inaugurée mais déjà controversée, n'est rien de moins selon le Front Polisario qu'un nouveau chapitre dans le feuilleton de l'annexion à la marocaine. Pour eux, Rabat ne construit pas une route mais une réalité sur mesure, plantée en plein milieu de pourparlers diplomatiques, aussi fragile qu'une trêve non signée. Pendant ce temps, à Washington, on murmure que les Américains joueraient au thermomètre politique avant d'oser proposer quoi que ce soit. Ils prendraient tcha le pouls de chaque camp pour mesurer la température des concessions possibles. Sous Trump, rien n'était encore coulé dans le béton référendum d'autodétermination ou autonomie élargie. Le flou artistique reste entier comme si l'incertitude elle-même faisait partie du plan. Pour l'instant, on navigue dans les eaux troubles de la diplomatie confidentielle, quelques échanges feutrés des coups de fil à huis clos, juste de quoi baliser discrètement le terrain avant de monter sur la scène onusienne. D'après les mêmes sources, Washington joue des coudes dans les coulisses pressant Rabat-Alger et le Front Polisario, de sortir chacun un petit geste de bonne volonté, histoire de maintenir le fragile édifice des négociations debout. Mais voilà que dans le même souffle, le Maroc avance à grands pas sur ses chantiers d'infrastructure, dans les zones disputées, ce que les Sahraouis prennent comme un signe clair. Les discours conciliants ne sont qu'une façade. Officiellement, Rabat se dit prête à discuter, mais dans les faits, elle trace, bétonne et ancre son autorité. Pour le Polisario, ce double jeu ressemble fort à une stratégie bien rodée, faire semblant de jouer la montre, pendant qu'on redessine le paysage à sa convenance. Ce n'est plus une rumeur, les documents de la MINURSO, la mission onusienne sur le terrain, confirment, noir sur blanc, que la fameuse route entre Smara et la Mauritanie est bel et bien terminée. Une deuxième porte d'entrée vers la Mauritanie s'ouvre donc, venant s'ajouter à celle de Guerguera. Vous vous souvenez, celle qui avait fait grimper la température en 2020 et frôler le dérapage militaire. Pour plusieurs spécialistes, ce nouveau développement n'est pas sans rappeler un autre épisode tendu l'été 2016, quand Rabat avait voulu forcer un passage dans la zone tampon, ce qui avait obligé les Nations Unies à intervenir en mode urgence, histoire de calmer le jeu. L'histoire bégaye, disent certains, mais avec des engins de chantier à la place des armes. Pendant que la tension ne cesse de grimper dans les camps sahraouis et les zones sous contrôle du Polisario Alger, elle voit une opportunité politique à ne pas laisser filer. Fidèle à sa ligne historique, l'Algérie en profite pour réaffirmer haut et fort son appui indéfectible au droit du peuple sahraoui à choisir son destin, tout en pointant du doigt, sans trop de détours, ce qu'elle perçoit comme un favoritisme américain envers Rabat. Pendant ce temps-là, Moscou entre aussi dans la danse. Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, rappelle que tout règlement sérieux de ce vieux conflit doit s'appuyer sur les résolutions du Conseil de sécurité. Et surtout, sur le droit à l'autodétermination, un principe aussi ancien que les débats sur ce territoire disputé. À ses yeux, pas de paix durable, sans équilibre réel, un mot qui dans ce dossier semble toujours plus théorique que concret. Du côté sahraoui, le message est clair, la paix, ils y croient encore,
mais pas à n'importe quel prix ni à sens unique, prêts à encaisser des pertes même douloureuses, les dirigeants sahraouis disent assumer leur part du compromis, qu'il s'agisse de renoncement politique, de sacrifice économique ou de cicatrice morale. Mais pour eux, pas question de tendre la main si elle ne reçoit rien en retour. L'équilibre doit être réel, les concessions mutuelles. Pas de soumission, encore moins de domination maquillée en paix. Dans une déclaration relayée par les médias, l'un des leaders sahraouis a martelé que la paix authentique ne tomberait pas du ciel, ni ne viendrait de puissances étrangères, mais devait naître de la volonté conjointe des peuples sahraouis et marocains, main dans la main, dans une union maghrébine, libérée des faux semblants. Après plus d'un demi-siècle de souffrance collective, a-t-il dit, il est grand temps de laisser place à la lucidité, au dialogue sans condition, et de penser enfin aux générations qui grandissent dans l'ombre d'un conflit qui n'en finit plus. Ce message n'est pas resté lettre morte dans les rues, les camps, et jusque dans les milieux militants, il a résonné comme un signal d'alarme. Beaucoup réclament aujourd'hui que les futures négociations ne soient plus l'apanage de quelques décideurs en costume cravate. La société civile veut sa place à la table pour que les décisions engagent vraiment le peuple et pas seulement une élite déconnectée. Certains activistes montent au créneau, ils exigent plus de clarté dans la gestion du conflit et appellent à barrer la route à toute tentative d'ingérence étrangère motivée par des intérêts obscurs. Parallèlement, la direction sahraoui a lancé un appel sans détour à Washington. Dans le plan en préparation, il faut tracer des lignes rouges nettes. Pas question de laisser la porte entrouverte à une quelconque normalisation de l'occupation, ni à une violation masquée du droit international. Côté Rabat, la ligne reste droite et sans détour. Pour les autorités marocaines, l'autonomie sous pavillon chérifien n'est pas une option, parmi d'autres, c'est la solution. La seule qui tienne debout selon elle, dans un monde où le référendum et l'autodétermination appartiendraient déjà au rayon des idées périmées. À les entendre, les grands chantiers lancés dans les provinces du Sud n'auraient qu'un but, élever le niveau de vie des populations locales, pas celui des tensions. Un récit bien huilé, mais qui peine à convaincre côté sahraoui, où l'on voit plutôt, là, une manière subtile mais ferme de figer une situation de fait et de rendre toute marche arrière politiquement impossible. La vitrine du développement cache-t-elle une stratégie d'ancrage irrévocable? Beaucoup n'en doutent plus. Alger, de son côté, garde un œil attentif sur la situation, mais son agacement devient de plus en plus palpable. Derrière la posture officielle mesurée, la colère gronde pour les autorités algériennes, les manœuvres de Rabat s'apparentent moins à de la diplomatie qu'à un art consommé du flou stratégique. Plusieurs figures du pouvoir à Alger l'ont redit haut et fort, couper les ponts diplomatiques et clouer au sol les avions marocains dans leur ciel n'était pas un coup de tête, mais l'aboutissement d'un long passif d'hostilité accumulée. Et selon certaines fuites médiatiques, l'Algérie ne compte pas en rester là. Si le Maroc continue à jouer la montre et à s'entêter dans ses calculs de nouvelles ripostes diplomatiques, serait déjà prête dans les tiroirs. Face à une situation de plus en plus explosive, Washington marche sur des œufs. D'un côté, l'administration américaine intensifie discrètement ses canaux avec Moscou et multiplie les signaux envers des pays africains qui soutiennent le droit à l'autodétermination. De l'autre, elle doit jongler avec la pression de tenir son rôle de médiateur sans perdre la main. Le fameux projet américain, celui censé raviver les négociations, n'est encore qu'un brouillon en cours de maturation. Selon des sources proches du dossier, la Maison-Blanche espère en livrer une première version entre janvier et mars. Ce plan provisoire
inclurait une répartition générale des pouvoirs, un système de garantie internationale pour en surveiller l'application et une sorte de plateforme économique conjointe dans la zone frontière entre le Maroc et la Mauritanie. En somme, une esquisse prudente pour tester les lignes rouges des uns et des autres sans brusquer personne. Du moins pour l'instant. La réussite de l'initiative américaine ne tiendra pas à la beauté du texte, mais à la capacité des parties en conflit à mettre de l'eau dans leur vin et à cesser ne serait-ce qu'un temps leurs gestes unilatéraux. Du côté des experts, le constat est clair. Washington semble miser davantage sur le pragmatisme diplomatique que sur la fidélité aux grands principes de droit international. L'objectif: s'imposer dans le jeu maghrébin comme l'arbitre incontournable, tout en contrant l'ombre grandissante de Moscou et de Pékin dans la région. Mais cette stratégie, préviennent ses critiques, pourrait bien se retourner contre elle en reléguant au second plan le droit à l'autodétermination des peuples. Les États-Unis risquent de vider les résolutions onusiennes de toute leur substance. Autrement dit, jouer au médiateur sans ligne rouge éthique, c'est ouvrir la porte à un accord sans âme. Désormais, tous les regards se tournent vers Washington. C'est à l'administration américaine que revient la lourde tâche de jongler entre ses propres intérêts géostratégiques et les grands principes du droit international. Autrement dit, trouver la ligne de crête entre influence globale et légitimité morale sans tomber d'un côté ou de l'autre. Aujourd'hui, le Sahara occidental ressemble à une partie d'échecs géante où chaque coup est dicté par des intérêts qui se croisent et s'opposent. Rabat d'un côté, Alger de l'autre, et en arrière-plan, Washington et Moscou, qui avancent leurs pions à leur rythme. Au milieu de cette valse stratégique, les Sahraouis, eux, retiennent leur souffle. Ils scrutent avec espoir, mais aussi avec méfiance, la fameuse initiative américaine encore en gestation. Car pendant qu'on trace des routes dans le désert, qu'on multiplie les déclarations officielles sans queue ni tête, et qu'en coulisses, les pressions se font plus intenses que jamais, une seule chose ne change pas la douleur d'un peuple pris en otage depuis plus de 50 ans par des logiques de pouvoir. Et la paix, elle reste enfermée dans un labyrinthe de calculs froids et d'ambitions bien loin du terrain. Tant que les protagonistes refuseront de regarder la vérité en face, celle d'un compromis, juste et partagé, le conflit ne fera que rejouer éternellement le même scénario, comme un disque rayé incapable de changer de refrain. Et pendant ce temps, les aspirations sahraouies à la liberté et à la dignité restent figées, coincées dans une salle d'attente sans porte de sortie, suspendues à un futur aussi flou qu'improbable. Après des décennies de crispation, de faux espoirs et de négociations avortées, le Sahara occidental demeure l'un des derniers symboles vivants d'un processus de décolonisation inachevé, un dossier aussi vieux qu'épineux qui résiste au temps comme un nœud jamais tranché, ce qui fut jadis perçu comme une querelle régionale entre Rabat et le Front Polisario, a aujourd'hui pris une toute autre dimension, celle d'un échiquier mondial où les grandes puissances du Nord au Sud mêlent leurs ambitions économiques, leur logique de puissance et leur rivalité géostratégique. La scène locale est devenue internationale, et chaque acteur y joue sa partition, souvent au mépris de ceux qui vivent réellement le conflit. Dans un monde où les alliances se défont aussi vite qu'elles se forment, et où les crises deviennent la norme, bâtir une solution durable relève presque du casse-tête diplomatique. Chacun avance avec ses propres cicatrices historiques, ses intérêts bien ancrés et ses équilibres fragiles. Le Maroc lui avance avec confiance, renforcé par des succès diplomatiques récents et des soutiens internationaux qui valident sa souveraineté. Rabat se sent plus que jamais dans son droit. À coups de projets de modernisation dans les provinces du Sud, le royaume cherche à prouver que stabilité et croissance
peuvent très bien rimer avec son drapeau. Une opération séduction certes habile, mais qui ne dissipe pas les soupçons. Car derrière cette logique du fait accompli ses détracteurs ne voient pas une vision de paix, mais une tentative de verrouiller la réalité à son avantage. Aux yeux du Front Polisario et de ceux qui soutiennent sa cause, les pelleteuses marocaines n'ouvrent pas simplement des routes, elles creusent aussi un peu plus loin l'écart avec le droit à l'autodétermination. Pour eux, ce genre de projet, comme le tracé entre Smara et la Mauritanie, n'a rien d'innocent. Il s'agirait plutôt d'une manœuvre calculée, un prolongement déguisé de l'entreprise d'annexion enclenchée depuis 1975. Derrière chaque chantier, ils voient une tentative de redessiner discrètement les lignes du territoire, pour mieux peser sur les négociations à venir. Pour Alger, le dossier du Sahara occidental n'est pas un simple contentieux territorial, c'est une affaire de principe presque sacrée. Ici, on ne parle pas de tracé sur une carte, mais de droit des peuples à écrire leur propre destin, un combat qui fait écho à l'ADN même de l'Algérie post-coloniale. C'est justement ce prisme historique qui alimente une méfiance tenace envers Rabat, vu non pas comme un voisin, mais comme un concurrent régional à surveiller de près. La rupture diplomatique en 2021, la fermeture du ciel algérien aux avions marocains, ou encore le gel des échanges officiels, autant de signaux clairs que le fossé entre les deux capitales n'est pas près de se combler. Dans ce climat saturé de tensions, même la plus petite main tendue est immédiatement perçue comme une manœuvre non pas vers l'unité maghrébine, mais comme un coup stratégique dans une partie à somme nulle. Du côté des Nations Unies, le décor n'a guère changé, l'ONU continue de tenir le rôle d'arbitre de façade plus présente dans les discours que dans l'action concrète. Le processus encadré par la MINURSO est au point mort depuis des années. Prisonnier d'un dilemme sans issue, faut-il organiser un référendum d'autodétermination ou valider une autonomie encadrée par le Maroc? Les résolutions du Conseil de sécurité, elles récitent inlassablement le même refrain, une solution politique réaliste et acceptable pour tous. Mais entre les lignes, on lit surtout l'impuissance à réconcilier ce que la légalité exige et ce que les rapports de force imposent. En attendant, rien ne bouge vraiment, une trêve fragile des terres sous surveillance militaire, et un peuple déchiré entre l'exil forcé, l'attente interminable, et une fatigue qui ressemble de plus en plus à du désespoir. Les États-Unis, dans cette partie d'échec diplomatique, avancent à double visage. D'un côté, ils tiennent à conserver leur costume de puissance responsable, celle qui prône la stabilité et joue les médiateurs éclairés, mais de l'autre, les intérêts concrets pèsent plus lourd, coopération sécuritaire renforcée, avec Rabat, rivalité stratégique avec Pékin et Moscou, autant de raisons qui poussent Washington à adopter une posture plus réaliste que morale. Le point de bascule 2020 lorsque l'administration Trump choisit de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental en échange de la normalisation des relations entre Rabat et Tel Aviv. Un deal qui a fait voler en éclats les équilibres déjà fragiles de la région. Depuis l'administration suivante, c'est bien gardé d'annuler ce geste. Résultat, un flou persistant qui brouille les cartes du processus de paix et alimente un climat d'incertitude stratégique soigneusement entretenu. La Russie, fidèle à son jeu d'équilibriste diplomatique, se présente comme le grand défenseur du droit international et du sacro-saint principe d'autodétermination des peuples. Une posture noble sur le papier, mais qui coïncide comme par hasard avec une volonté croissante de renforcer ses appuis en Afrique du Nord. En brandissant les résolutions onusiennes, comme étendard Moscou tente surtout d'offrir une alternative au leadership occidental, tout en séduisant Alger et d'autres capitales africaines pour les rallier à sa logique d'alliance stratégique.
Mais derrière ce vernis juridique, c'est bien une bataille d'influence qui se joue, et la Russie y avance ses pions avec autant de principes que de calculs. Coincé entre l'océan Atlantique et les terres brûlantes du Sahel, le Sahara occidental ne se résume plus à une simple zone disputée. C'est devenu un carrefour stratégique où s'entremêlent routes commerciales, mouvements migratoires et convoitises énergétiques. Autant dire qu'il ne s'agit plus ici d'un banal désaccord frontalier ou d'un débat sur l'identité nationale. Le dossier sahraoui s'est métamorphosé en arène symbolique où s'affrontent des visions du monde rival, chacun y projetant ses intérêts, ses valeurs ou ses illusions. Deux logiques s'affrontent comme deux mondes qui ne se parlent plus. D'un côté, Rabat brandit le drapeau du pragmatisme politique, soutenu sans trop de scrupules par ses alliés occidentaux. Pour eux, il s'agit d'avancer, de stabiliser, quitte à contourner les idéaux. De l'autre, Alger et le Front Polisario s'arc-boutent sur un principe qu'ils jugent non négociable, le droit inaliénable des peuples à choisir leur destin. Entre ces deux visions irréconciliables, l'ONU tente tant bien que mal de rester crédible, mais son autorité se délite à mesure que les négociations s'enlisent. Et pendant que les chancelleries s'enlisent dans les communiqués, les Sahraouis, eux, restent piégés dans un temps suspendu, celui d'une diplomatie lente, lointaine et terriblement sourde à la réalité du terrain. Derrière le calme en façade, une question gronde, ce statu quo, combien de temps tiendra-t-il avant d'éclater? Car sous cette surface lisse, tout est en réalité suspendu à un fil. Les spécialistes s'accordent cette paix, si l'on peut encore l'appeler ainsi, n'est qu'un équilibre précaire maintenu par des gestes prudents et des silences diplomatiques. Il suffirait d'un accrochage militaire, d'un mot de travers, ou de l'arrivée d'un nouvel acteur sur l'échiquier pour que le décor s'effondre et que les braises du conflit se rallument. Ce qui semble figé n'est parfois qu'un calme trompeur avant la tempête. Et comme si le casse-tête saharien n'était pas déjà assez compliqué, voilà que s'y greffent de nouveaux facteurs venus du Sahel. Entre bouleversements économiques, dérèglements climatiques et montée des menaces sécuritaires, la région s'enfonce un peu plus dans l'inconnu. Ces dynamiques mouvantes redessinent les lignes du jeu stratégique, injectant des variables imprévisibles dans une équation qu'il était déjà bien trop. Derrière les slogans politiques et les joutes diplomatiques, une autre guerre fait rage, celle des ressources. Le Sahara occidental, loin d'être une étendue stérile oubliée du monde, est en réalité un coffre-fort minéral et énergétique à ciel ouvert. Phosphate, à foison banque de poissons d'une richesse rare et un potentiel solaire et éolien qui ferait pâlir d'envie n'importe quelle puissance verte. Pour le Maroc, c'est l'argument économique. Par excellence, aménager, construire, électrifier, prouver que le développement est possible, que la croissance n'attend pas l'accord de paix. C'est aussi une manière de sceller au fil des projets une souveraineté de fait. Mais du côté du Front Polisario, cette stratégie est vue comme un pillage maquillé. Un détournement organisé de ressources appartenant à un peuple encore privé de son destin. À leurs yeux, Rabat transforme le territoire en zone d'exploitation et chaque investissement est un pas de plus dans l'illégalité internationale. Depuis des lustres, un bras de fer feutré se joue dans les coulisses des institutions européennes et africaines. D'un côté, les juges, notamment ceux de la Cour de justice de l'Union européenne, qui paragraphe après paragraphe rappellent-ils noir sur blanc que le Sahara occidental n'est pas juridiquement marocain. Résultat, une série de jugements annulant des accords commerciaux et de pêche entre l'UE et le Maroc au nom du droit. Mais surtout au nom des Sahraouis qui n'ont jamais été consultés. Mais voilà, entre la lettre de la loi et les impératifs politiques, il y a un gouffre
Car sur le terrain diplomatique, les capitales européennes, Paris et Madrid en tête, préfèrent ne pas trop fâcher Rabat. Pourquoi ? Parce que le Maroc, c'est le verrou stratégique contre le terrorisme sahélien et l'allié indispensable pour freiner les flux migratoires vers l'Europe. Une posture ambivalente qui en dit long sur l'incapacité de certaines démocraties à faire rimer valeurs et intérêts. Dans les couloirs feutrés des diplomaties occidentales, on ne se cache plus, oui, le Maroc est un pilier de la stabilité régionale. Mais à force de faire durer un statu quo qui gèle tout espoir, on sacrifie en silence une génération entière de Sahraouis sur l'autel du pragmatisme géopolitique. Ni avenir politique clair, ni plan économique crédible pour ceux coincés entre l'exil et l'oubli. Sur le terrain, c'est une réalité à deux vitesses. Côté camp de Tindouf, l'ennui est devenu une routine. Les jeunes y grandissent à l'ombre des tentes et des slogans nourris à l'aide humanitaire sevrée de perspectives et parfois tentés par la colère ou l'extrémisme. Un terrain miné de frustration où l'attente est devenue un mode de vie. À l'opposé, dans les zones tenues par Rabat, les routes ZAN s'élargissent, les projets fleurissent et les discours parlent de progrès. Mais derrière cette façade de développement, le pouvoir veille. La sécurité est omniprésente, le débat muselé, égare à celui qui remet en cause la sacro-sainte intégrité territoriale. La répression n'est jamais loin. Deux Sahara, une même blessure. Coincée dans les méandres de sa propre paralysie, la communauté internationale regarde le conflit sahraoui comme on observe un incendie au ralenti, sans boussole, sans cran, sans volonté. Les missions se succèdent, les diplomates défilent, les conférences s'enchaînent. Et pourtant sur le terrain, rien ne bouge vraiment. Staffan de Mistura, dernier visage de l'ONU, a hérité de ce casse-tête, s'échine à rouvrir un dialogue que plus personne ne semble vraiment vouloir. Mais entre la rigidité des uns, la suspicion des autres, et l'absence crue d'audace politique, sa tâche relève presque de l'absurde. Pendant ce temps, les grands rendez-vous internationaux répètent à l'infini les mêmes incantations creuses. Les mots changent à peine, les principes sont rabâchés, et le mot réalisme, ce mantra paresseux, devient l'alibi parfait pour ne surtout rien changer. À force de gérer l'impasse, on a oublié qu'une solution existait, quelque part enfouie sous les rapports, les résolutions et l'indifférence. À bien y regarder, il est évident que faire perdurer le statu quo relève plus de l'illusion que d'une option durable. Le Maghreb morcelé, depuis des lustres, draine comme un boulet son absence d'intégration politique et économique. Ce handicap chronique l'empêche de peser face aux blocs régionaux plus cohérents, et le nœud sahraoui reste l'épine dorsale de cette paralysie. Tant que ce différend perdure, l'union du Maghreb arabe restera un mirage, la coopération sécuritaire, une promesse creuse, et les budgets continueront à gonfler pour l'armement plutôt que pour le développement. Sur le grand échiquier des influences, cette division interne prive le Maghreb d'un poids collectif au moment même où les cartes sont redistribuées à l'échelle du continent. La rivalité entre Rabat et Alger s'imbrique désormais dans une stratégie plus globale, pendant que le Maroc étend son empreinte économique en Afrique de l'Ouest via ses banques et conglomérats. L'Algérie, elle joue la carte panafricaine, en consolidant ses positions au sein de l'Union africaine et en tissant des liens solides avec les pays sahéliens. Deux trajectoires, deux visions, mais un même terrain de jeu